le quart d'heure hollandais passé, donc on va quand même commencer. Tout d'abord, je voudrais remercier les gens qui sont déplacés ce soir, donc les gens de Moco, les habitants, les référents. Je voudrais donc remercier l'adjudant-chef Bergeret, chef de la brigade de Saint-Sevé, Olivier Martinez, donc notre conseiller départemental sur la structure 100. Nous entendons M. Pierrat, qui est le secrétaire général du préfet. Je voudrais aussi remercier Clément Lafont du conseil du centre de gestion 40 avec Sébastien et Juillet. Ce sont eux qui nous ont aidés à préparer ce plan communal de sauvegarde. Je voudrais aussi remercier de leur présence Madame le maire de Bamako, les maires adjoints de Saint-Perdon et Benquet. Je voudrais excuser Marcel Pruet, président de la nouvelle commune de Cap-de-Gascogne, excuser les maires d'Oris, de Campagne et de Saint-Pierre-du-Mont qui ne pouvaient pas venir. La sécurité des habitants, c'est quelque chose qui nous est venu à l'esprit dès notre arrivée à la mairie en 2014. Nous sommes penchés un peu sur le sujet. Nous avons regardé un petit peu, voir qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui ne se faisait pas, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et dès le mois de juillet 2014, nous avons fait une réunion avec le centre de gestion pour déjà mettre les grandes lignes de ce projet-là. Et en janvier 2015, le conseil municipal a pris une délibération pour lancer le PCS. Donc, si vous voulez, dès janvier 2015, nous avons fait une délibération pour prévoir la mise en place d'un plan communal de sauvegarde. Nous avons aussi mis en place et lancé l'opération PAV, le plan d'accessibilité de la voirie des espaces publics. Nous avons démarré les réflexions sur les pistes piétonnes et les pistes cyclables. Donc vous avez pu voir que la piste cyclable, les travaux ont commencé ce début de semaine. À ce titre-là, je voudrais remercier les propriétaires des terrains qui ont accepté de céder à la commune une partie de leur terrain pour qu'on puisse faire cette piste. Nous aurons demain donc des pistes piétonnes à Candy et à Citon. Il est vrai que ça nous a frappé un petit peu, c'est que les gamins qui vont à l'école là-bas, c'est pas de trottoir. Le matin, à la pointe du jour, ils sont sur la route. Le soir, à la fin de la nuit, ils sont sur la route. Donc, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, ça va se voir, j'espère. Et les travaux seront effectifs d'ici quelques semaines, pas 12 semaines. Donc, ça, ce sont des choses qui se voient. Et puis, il y a des choses qui se voient beaucoup moins, ou pas du tout, comme le PCS. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on ne s'en serve jamais. Alors, c'est vrai que ça coûte un peu, mais ce qu'on souhaite, c'est de n'avoir jamais à s'en servir. Parce que si on s'en sert, c'est qu'on aura des soucis. Alors sur Omoco, c'est vrai qu'on peut avoir des dangers. Il y a la forêt, donc le risque d'incendie. Pour la tempête, on l'a donné. En 2009, tout est tombé, donc je pense qu'avant que les arbres retombent, il faut qu'ils soient grands, donc on ne sera peut-être pas tous autour de cette salle de réunion. Après, on a la conduite de gaz. Donc c'est quand même, il peut y avoir des soucis avec le conduite de gaz qui relie Maïsadour à Saint-Perdon. Maïsadour, donc la zone industrielle de Maïsadour, qui est classée Céveso niveau bas. Demain, nous aurons aussi la future zone agrolande, sur laquelle c'est industriel aussi. Et la 2x2 voies. J'avais oublié certainement, mais... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on pense, qu'on réfléchisse, et que je pense que Klaus a été quelque chose qui a mis en avant un petit peu la désorganisation. Quand il arrive quelque chose comme ça, on n'est pas prévenu, on ne sait pas faire, on n'est pas organisé. Donc il nous semblait important de prévoir cela et d'essayer de prévoir le maximum de choses et qu'on arrive à appréhender le mieux possible le problème auquel on va faire face.
Donc nous avons fait des réunions. Moi je remercie Isabelle qui a mené cette commission. Je remercie aussi également tous les gens qui ont répondu présents, les référents de quartier, les référents de santé, qui sont nombreux à beaucoup, les gens qui ont accepté de mettre à disposition leur matériel, ce sont souvent des agriculteurs, c'est des tracteurs, c'est des élévateurs, c'est des tronçonneuses qui peuvent nous aider. Donc moi je ne vais pas m'étendre plus loin sur le sujet, mais je vais donner la parole donc, à Clément Lafont qui est chargé de nous présenter le PCS. Et puis les intervenants qui sont autour de la table prendront la parole sur les sujets qu'ils souhaitent aborder. Donc moi je vais vous présenter la démarche plan communal de sauvegarde. C'est un rappel de ce que vous avez vu si vous êtes référent des quartiers, ce qu'on était vous présenter. On va également vous présenter les risques présents sur la commune qui ont été abordés donc, par Monsieur le maire, ainsi que l'intégralité de la démarche. Alors déjà une présentation rapide du service, créé suite à la tempête Klaus de 2009. Un appel à solidarité a été lancé par l'association des maires des Landes. Francis Cabrel a fait un concert dans les arènes de Dax et a reversé l'ensemble de la recette à l'AML. Donc l'association des maires s'est posé la question comment on peut venir en aide aux collectivités locales, aux mairies principalement. Comment on peut les accompagner dans une démarche d'organisation interne. C'est pour cela qu'avec le centre de gestion, ils ont décidé en janvier 2010 de créer ce service destiné à accompagner les mairies dans l'élaboration de leurs plans communaux de sauvegarde et des documents à destination de la population, des documents d'information sur les risques majeurs. Donc au niveau du département, 72 communes sur 331 sont dans l'obligation de se doter d'un plan communal de sauvegarde. Ce n'est pas le cas de Omoko. À ce jour, 69 d'entre elles sont conformes à cette obligation et 71 le seront d'ici la fin de l'année. Pour information, donc Omoko, c'est la 177e commune à être dotée d'un plan communal de sauvegarde dans le département des Landes. Alors le PCS, plan communal de sauvegarde, ce sont des acteurs, bien sûr les élus, le personnel administratif, technique, mais également des bénévoles qui vont organiser l'intervention de la commune, qui vont préparer la mobilisation des moyens humains et techniques à disposition, que ce soit donc des matériels communaux, mais également les partenaires extérieurs, les agriculteurs, les forestiers, les bénévoles, qui vont apporter toutes leurs compétences et leurs moyens. Coordonner les actions, savoir quelle est la tâche la plus importante à effectuer dans l'urgence. Est-ce qu'il faut libérer plutôt la route en direction de Mont-de-Marsan ou aller vers la personne qui a besoin d'un groupe électrogène. Répartir judicieusement les tâches en fonction de toutes les ressources disponibles et mettre en place un poste de commandement communal, une cellule de crise. Alors dans le document, on va retrouver un contenu minimum qui nous est obligatoire, c'est l'identification des risques et des vulnérabilités locales. Alors l'identification des risques est faite par les services de la préfecture. Les vulnérabilités locales, ce sont les habitations que l'on va retrouver dans ces zones à risque, à proximité de gaz, à proximité d'action routière, isolées en forêt. Ce sont les vulnérabilités locales. Ensuite, on va retrouver l'organisation de la protection et du soutien à la population. C'est une phrase pour dire que tout simplement la priorité de la commune, de M. le maire et des élus, c'est la population, c'est venir en aide et au soutien de sa population. Et ensuite, on retrouve le document d'information communale sur les risques majeurs, le DICRIM, qui est un document à destination de la population. C'est un document de prévention et d'information. Je vais en parler à la fin de la présentation. Alors, les risques identifiés sur la commune. On va retrouver bien sûr le risque tempête, commun à toutes les communes du département. Ensuite, on va retrouver le risque sismique. Alors, sismique, pas de souci particulier, c'est juste que le département des Landes est classé de par sa proximité du massif pyrénéen. Donc tout le département est classé, allant de modéré pour la partie Chalosse à très faible pour le nord des Landes. Ici sur Omoko, donc on est en zone de sismicité faible, il n'y a pas d'importance à donner et de normes particulières à respecter en ce qui concerne les constructions. Lorsqu'on est en zone modérée, il y a des normes à respecter, on doit renforcer par exemple les fondations de tout bâtiment qui respectent une certaine norme anti-sismique. Le risque de mouvement de terrain avec un phénomène dit de retrait-gonflement des sols argileux.
Alors le retrait gonflement des sols argileux, donc là toute la commune est sur une couche d'argile, c'est tout simplement le phénomène d'éponge. En hiver, il va pleuvoir, le sol va se gorger d'eau, et en été, en chaleur, sécheresse, les sols vont se rétracter, et ça peut provoquer des fissures sur le bâti, sur les bâtiments, sur la voirie et sur les réseaux enterrés. Un risque des plus importants, c'est le transport de matières dangereuses par voie routière. Donc vous êtes les plus à même de visualiser les axes routiers importants qui passent sur le territoire communal. Juste pour information, donc la route Mont-de-Marsan-Saint-Sevé, la D933, c'est 12 000 véhicules par jour et 10% de poids lourd. C'est un axe des plus passants. Ensuite, n'importe quel axe routier peut avoir un transport de matières dangereuses. C'est la livraison de fuel. Le camion se renverse dans le virage, livraison de fuel, ça se déverse dans le fossé. C'est une pollution, c'est du transport de matières dangereuses. Ensuite, on va retrouver le TMD, le transport de matières dangereuses, par canalisation de gaz. Comme l'a dit M. le maire, elle alimente Maïsadour et elle repart après sur Saint-Verdon. Un risque qui est en cours de suppression, c'est le transport de matières dangereuses par voie ferrée. Donc la voie est en cours de déclassement. Donc actuellement, elle figure toujours dans les registres, dans les informations qu'on nous donne sur les transports de matières dangereuses. Mais lorsqu'elle sera déclassée, elle quittera cette classification. Un risque d'actualité, le risque feu de forêt. Donc le risque feu de forêt qui est bien sûr présent sur la commune. 53% de la commune est boisée, ou à dominante boisée. Il y a 6 pistes répertoriées. Alors c'est d'actualité parce que vous voyez tous les informations. Il faut savoir que dans le département des Landes, un des facteurs majeurs du feu de forêt, c'est le feu volontaire. Alors plus ou moins volontaire, ça peut être également un brûlage à domicile. On fait brûler les déchets verts, les métaux, mal contrôlés. Donc, le vent, ça part dans la forêt, dans le champ à côté. Il faut savoir que dans le département des Landes, le brûlage des particuliers est interdit à toute période de l'année. Ça c'est juste un petit rappel. À toute période de l'année, il est interdit de faire brûler des déchets verts, des végétaux chez soi. Il y a des autorisations qui sont données pour les agriculteurs et forestiers. Lorsqu'ils ont des déchets à faire brûler, déchets de coupe, déchets agricoles, etc. Il faut demander une autorisation en mairie. Autorisation qui sera transmise au niveau du SDIS, au niveau des pompiers. Et donc l'autorisation sera délivrée, comme ça tout le monde sera informé au courant. Mais pour les particuliers, c'est une spécificité du département. C'est interdit à toute période de l'année, que ce soit l'hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est interdit. Le risque industriel, bien sûr, avec le site Maïsadour, donc, qui est placé, donc, comme l'a dit M. le maire, en risque CO2 seuil bas. Alors le risque industriel, il est présent mais mesuré, calculé, maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a différents scénarios qui ont été évalués par Maïsadour en fonction des produits concernés. Donc là, je vais juste vous présenter brièvement les scénarios les plus importants qui impactent la commune, c'est-à-dire qui sortent des limites de l'usine. Il y en a très peu, il y en a un qui impacte un petit peu sur les quelques maisons en bord de 933. Le périmètre est de 220 mètres. C'est le périmètre le plus important qu'on retrouve sur le site. Et ensuite, il y a des périmètres qui sont vraiment limites et qui sont bien sûr quantifiés à des espaces boisés. Donc là, il n'y a aucune habitation concernée. Et sur celui-ci, ça reste propre à l'usine, ça reste à l'intérieur. Lorsqu'un événement de ce type-là est maîtrisé à long terme, c'est ce qu'on appelle un plan d'organisation interne. C'est-à-dire que l'usine se charge d'assurer sa propre défense, l'incendie, sa propre sécurité avec des mesures particulières qui sont propres à l'industrie. Lorsque ça sort des limites de l'usine, dans ce cas-là, c'est de la responsabilité du maire, voire du préfet, si le préfet intervient et prend son intervention à son compte. Et dans ce cas-là, le plan communal de sauvegarde de la commune est déclenché. Il y a des moyens supplémentaires qui viennent sur le territoire, peut-être des personnes à évacuer. Ça, c'est vu avec le commandant des opérations de secours et la mairie. Donc sur le site industriel, il n'y a pas de danger particulier de présent. Le plus important, c'est l'environnement.
un scénario qui est prévu, qui est maîtrisé par l'industriel directement et qui a un périmètre de 220 mètres maximum. Dans le plan, on va également intégrer une cartographie des postes RDF. Alors les postes RDF, c'est un retour d'expérience de CLOS. Il faut savoir que lors de CLOS, il y a eu des agents RDF qui venaient d'autres régions, d'autres pays même, il y avait des Espagnols et des Portugais, il me semble, qui n'avaient pas forcément les cartes à jour. Il n'y avait voire pas de carte. Donc ils étaient obligés de demander l'aide de la mairie pour aller vers le transformateur qui remettait donc, le courant sur la salle des fêtes, sur la partie bourg, sur un lotissement. Grâce à cette carte, maintenant, les agents RDF vont devoir venir en mairie, se présenter et expliquer quelle est leur mission première. Peut-être que la mission de RDF n'est pas la même que celle que M. le maire attendrait, parce qu'il y a des personnes sensibles qui figurent sur le territoire communal, qui ont besoin d'électricité, parce qu'elles ont groupé un respirateur artificiel afin de pouvoir subvenir à leur déficience en oxygène, par exemple. Et ça, EDF ne le sait peut-être pas. C'est pour ça qu'on a intégré cette carte à jour avec des points géolocalisés dans le document. Il y a également toute une partie sur l'alerte. Alors l'alerte, comment on reçoit une alerte? Qui la reçoit? Alors bien sûr, nous on la reçoit tous sur les téléphones, mais bien avant, bien en amont, le secrétaire de mairie, le maire, ainsi que les adjoints sont déjà informés d'une alerte par l'automate de la préfecture. Donc la préfecture lance son alerte. Elle est traitée par les élus, et ensuite, en fonction de la nature, si on a une alerte orange, si on a une alerte rouge, la mairie prend la décision d'informer les habitants, en mettant les référents de quartier. Donc ça, vous l'avez également dans le document qui sera à destination de la population. La commune a été découpée donc, en plusieurs zones, et dans chaque zone, on retrouve des référents, des personnes qui seront chargées de nous informer que dans 48 heures, que dans 24 heures, il y a une tempête, que nous sommes en alerte rouge, et de se préparer. Alors c'est principalement dédié aux personnes dites sensibles, les téléalarmes, les portages de repas, soins infirmiers, soins dialysés, assistance respiratoire, ces personnes qui ont besoin réellement d'être informées et de se préparer en amont. Donc ça, toutes ces informations-là, vous les retrouverez dans le document à destination de la population, l'outil crime, qui est consultable donc en mairie, probablement sur Internet également. Ensuite, il y a l'organisation propre de la mairie. Comment on s'organise? C'est la cellule de crise, c'est le poste de commandement communal. Donc on retrouve Monsieur le maire, qui est le directeur des opérations de secours sur sa commune, qui sera donc aidé par un directeur de cellule de crise, une cellule administrative, tout ce qui est mail, téléphone, si on a encore la possibilité, mais également l'accueil des personnes qui ont des questions à poser. Une cellule communication, pour être en lien avec la cellule de presse de la préfecture, sud-ouest de Gascogne, et si jamais des médias nationaux viennent sur le territoire, elle sera prise en compte directement par M. le maire. Et ensuite, des cellules plus techniques, plus de terrain, une cellule population, accueil, hébergement, relogement des populations sinistrées ou évacuées, une cellule logistique, tout ce qui est technique, tout ce qui est matériel de la commune, mais également des partenaires extérieurs. Une cellule alimentaire, si jamais il y a des personnes qui sont hébergées sur une durée plus ou moins importante, s'il y a des secours qui viennent sur le territoire communal, ils auront peut-être besoin d'avoir des repas ou de fournitures en eau, peut-être. Et une cellule ERP, alors ERP pour établissement recevant du public, il faut savoir que cette cellule est principalement orientée vers l'école, à destination de l'école. Alors l'école est organisée, elle dispose d'un plan particulier de mise en sûreté, un PPMS, c'est d'actualité également. Et ce PPMS, ce plan, c'est un mini-plan d'organisation interne pour l'école, prévoit que les enfants sont pris en charge par le personnel de l'école. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas rendus aux parents directement. Ils sont pris en charge, l'école va se confiner, et donc cette cellule fera le lien entre la mairie et l'école, savoir s'il y a des besoins particuliers, en eau, en nourriture, s'il y a des enfants malades, s'il y a quelque chose qui nécessite un besoin sur l'école. Pour chaque cellule, bien sûr, il y a un titulaire, un suppléant. Parce que si jamais le titulaire n'est pas là, le suppléant peut prendre le relais. Et si jamais le suppléant n'est pas là non plus, quoi qu'il arrive, nous avons mis en place des fiches réflexes, des fiches de travail qui permettent à chacun de savoir ce qu'il faut faire pendant la crise. Pas besoin de connaissances spécifiques ou particulières,
Il suffit de suivre ce que nous avons mis en œuvre et en avant sur cette fiche réflexe pour pouvoir débuter la crise dans les meilleures conditions. C'est une sorte de pense-bête qui permet de ne pas oublier des choses importantes parce que dans ce type d'événement, il y a la part de stress, la part d'urgence, la part de peur qui fait qu'on a tendance à des fois oublier un petit peu les informations importantes. Donc le but de ces fiches, c'est avoir vraiment un cadenas de travail et à suivre ce qui est indiqué. Bien sûr, on a recensé donc les personnes sensibles, j'en parlais tout à l'heure. Également tout le personnel communal. Alors recenser, ça veut dire également quels sont les numéros de téléphone, domicile, portable, que je n'ai pas à chercher dans l'urgence comment je peux contacter telle personne. Tout figure dans le document. Et bien sûr les bénévoles. Alors bénévoles, c'est des personnes qui vont aller au-devant des habitants en étant référents de zone, mais également les bénévoles qui vont apporter du matériel. Moyen recensé donc tous les engins communaux, petits matériels, qui a la clé du hangar communal, où se trouvent les groupes électrogènes, est-ce que c'est dans le hangar, est-ce que c'est sur le second hangar qui est dans le quartier, non. Les entreprises, artisans, les commerces alimentaires également, qui peuvent apporter leur soutien, les transports sanitaires et collectifs, s'il faut un bus pour évacuer un lotissement, et bien sûr les lieux d'accueil pour les sinistrés qui ont été référencés, quelle est la capacité d'accueil, combien de personnes je peux accueillir dans la salle des fêtes, dans le sport, quels sont les moyens à disposition, est-ce qu'il y a des douches, des sanitaires, du chauffage. Tout ça, ça a été déjà vu, déjà listé, ce qui permet de ne pas perdre de temps et de ne pas se poser cette question. Également dans le document, alors c'est ce qu'on appelle le plan Orsec, stockage et distribution des comprimés d'iode. C'est un plan préfectoral au cas où il surviendrait un accident dans une centrale nucléaire, Golfech, Blai, Bilbao en Espagne. Il faut savoir que le département des Landes est organisé et disposera à ce moment-là de stocks de comprimés d'iode qui seront acheminés directement dans des pharmacies référencées. Donc le plan s'organise sur des anciens cantons, sur des secteurs, voilà, ça comme ça. Donc ici c'est le secteur de Montmarsan Sud. Donc il y a des pharmacies qui sont référencées, qui disposeront des comprimés d'iode lors du déclenchement de cette alerte plan iode. Donc c'est Benquet et c'est Saint-Pierre-du-Mont. Donc les habitants de Homoco doivent se rendre ou sur Saint-Pierre-du-Mont, il y a 3 pharmacies, ou sur Benquet pour récupérer leurs comprimés d'iode. Responsabilité du maire, apporter les comprimés d'iode aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. Mobilité réduite, personnalité, des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, d'où l'importance de les avoir recensés au préalable. Une parenthèse sur le plan iode, ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Ils ne les ont pas, déjà. C'est livré au moment de l'événement, il y a des préalertes, mais il y a des conditions particulières de stockage et des dates de péremption à respecter, ça ne sert à rien de l'avoir à domicile. L'obligation est pour les habitants dans les périmètres de 20 km autour d'une centrale. Si on est beaucoup plus éloigné, on a cette chance. Ce n'est pas une obligation du département de se doter de tel comprimé d'iode, c'est une volonté, mais ça ne sert à rien d'y aller à ce moment-là. Vous serez informé, tenu informé bien sûr par tous les services de la marche à suivre. Ensuite, donc le titre que j'en parlais tout à l'heure, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs à destination de la population. Alors c'est un petit document très important qui recense tous les risques présents que je viens de vous présenter, mais également des conduites à tenir. Donc là, par exemple, c'est le transport de matières dangereuses. On vous parle du transport de matières dangereuses par voie routière, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là, mais également le transport de matières dangereuses par canalisation de gaz. C'est une présentation rapide, afin de vous présenter le risque, de voir que c'est quand même un risque présent, mais qui est utilisé. Et également, dans chaque risque, on vous présente les conduites à tenir. Alors, les conduites à tenir sont parfois évidentes, vous allez vous dire, en les lisant, même très souvent évidentes, mais au final, on se rend compte que tout le monde n'a pas de poste radio à pile, de bougies préparées si jamais il y a une tempête. C'est des petites choses qu'on a tendance à oublier au fur et à mesure que c'est éloigné de cloche, par exemple. Également, dans ce document, des petits rappels de bon sens. Ici, ce sont les numéros d'urgence. Quel numéro je dois faire pour la gendarmerie, les pompiers, le SAMU. Le 112 également, qui figurera dans le document. Et bien sûr, pour de l'information seulement,
on est sur le transport de matières dangereuses. À quoi correspondent les différents pictogrammes que l'on voit sur les camions? Alors c'est de l'information seulement. En revanche, la partie de droite, c'est ce que vous pouvez voir à domicile. Tous les produits ménagers, produits d'entretien, les produits pour le jardin, etc., la piscine. Vous allez retrouver ce type de pictogramme. Alors avant, ils étaient orangés, comme là. Et maintenant, avec l'Europe, on s'est harmonisé un petit peu avec tous les pays de l'Union européenne. Et on est passé sur des pictogrammes, donc des losanges blancs entourés de rouge. Ça correspond environ à la même chose. Et à chaque fois, une petite définition pour vous présenter comment je vais visiter les produits qu'on a à domicile. En conclusion, donc, le plan communal de sauvegarde, c'est un outil opérationnel d'aide à la décision en cas de gestion de crise. Son objectif, c'est de permettre à la commune de faire face aux différentes situations auxquelles elle peut être confrontée. Je citais les risques dits majeurs, la tempête, le transport de matières dangereuses. Il faut savoir que ce document peut être utilisé par la mairie à n'importe quel moment, dès que la situation le justifie. C'est une maison qui prend feu dans la nuit, des personnes à reloger provisoirement, c'est le bus de ramassage scolaire qui se retrouve bloqué par la neige, par du verglas qu'il faut accueillir. Les enfants, il faut les accueillir. Donc, à n'importe quelle situation, on va trouver toujours une conduite à tenir. Et bien sûr, le plan communal de sauvegarde diminue le temps de réaction et d'intervention des moyens communaux, étant donné que tout est déjà listé, organisé au maximum à l'avance. Bien sûr, il y a toujours la part aléatoire, les gens ne sont pas là. C'est pour ça qu'on a également fait en sorte que n'importe qui puisse organiser l'intervention de la commune dans les meilleures conditions. Voilà pour moi. C'est la parole au directeur du cabinet. D'abord, est-ce que ce document, on ne peut pas avoir peur, en fait c'est la prévention tout simplement. Est-ce que ce document vous amène à des réactions et à des questions? Si quelqu'un peut répondre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça paraît clair? Effectivement, en fait, ça ne va se mettre, c'est de mettre quelque chose. Dans le stress de l'accident, c'est rien oublier, c'est penser à tout le monde, ne pas oublier quelqu'un, ne pas oublier une chose à faire, c'est repenser en fait, et on a listé dans la sérénité. Quand il y a quelque chose, c'est beaucoup moins serein, donc on peut oublier des choses. Il n'y a pas de questions? Peut-être Olivier? Pas de questions, mais peut-être un petit mot. Si tu veux. Bon, des questions, non, c'était tout à fait complet, parce qu'effectivement, le plan communal de sauvegarde, c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à s'imposer dans le paysage landais. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 jours, on a commémoré quand même les 15 jours de la catastrophe d'AZF. C'est vraiment là où on a pris conscience. 15 ans, j'ai 15 ans, pardon. Tout le monde m'avait compris, effectivement. Et c'est vrai que c'est là qu'on a commencé à prendre conscience qu'effectivement, il fallait absolument trouver des solutions rationnelles efficaces pour qu'on puisse répondre à ce genre de catastrophe. Alors bien entendu, il n'en est pas question aujourd'hui au niveau de Homoco. J'écoutais monsieur le maire tout à l'heure nous faire toute la liste des risques potentiels sur la commune. Bon, heureusement, ça ne reste que des risques potentiels. Hein, ça me fait penser aux servitudes que l'on a dans les documents d'urbanisme, puisque ici on est très très habitué au plan local d'urbanisme. Concrètement, tous les risques que vous avez sur une commune sont listés dans les servitudes que vous avez sur ce PLU. Alors, l'accident peut toujours arriver, c'est compliqué de l'éviter à 100%, mais justement, avec un document d'urbanisme, ça permet d'éviter des aberrations, parce que quand on a une conduite de gaz à haute pression, on ne construit pas à proximité. Parce qu'on a un risque Céveso, on a des distances par rapport aux maisons, aux habitations, aux écoles, aux établissements recevant du public. Donc avant même ce plan communal de sauvegarde, la commune de Homoco a quand même relativement bien travaillé, on peut le dire, pour que justement la population au quotidien, s'il devait y avoir un accident ou un incident, soit préservée au maximum. Donc, plan communal de sauvegarde, nombreux plans communaux, puisque vous m'avez dit 177e commune, c'est ça, oui. Pour votre information, le département des Landes, bien sûr, participe, puisque la cellule, avec
avec les personnes ici présentes qui font tous ces plans au niveau départemental. On participe à hauteur de 100 000 € pour faire vivre cette cellule parce que, dans tous les cas de figure, le département essaye toujours d'être aux côtés des élus afin de minimiser au maximum tous ces risques. C'est la même chose au niveau du SDIS, on y participe aussi fortement. Le SDIS est un élément de sécurité aussi pour vous. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je suis content que ce plan communal de sauvegarde soit mis en place. J'avais quand même une question, monsieur le maire. On parlait des gens qui étaient parfois un peu fragiles, les priorités qui n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, puisqu'effectivement, l'avantage d'avoir ce plan, c'est d'avoir de la rationalité, donc de l'efficacité. Moi j'ai une question un peu de Béotien, c'est que au niveau des services de notre communauté de communes, les services qui pourraient intervenir sur la population, est-ce que les communes limitrophes, est-ce que la communauté de communes aura accès à ce document, puisqu'il pourrait aussi nous être utile si on devait venir vous aider, parce que je pense que la solidarité entre les communes de la communauté de communes est importante. Est-ce qu'on pourrait avoir une connaissance de ce document, peut-être de le distribuer à l'ensemble des maires de la communauté de communes? Pour ma part, je pense que oui. Je me suis entretenu avec Madame Saint-Perdon qui est en train de faire la même chose et qui m'a dit c'est bien fait, je suis intéressé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un schéma communautaire, on n'est pas tout seul, on a des communes tout autour et effectivement, on a déjà vu ça arrive quand tout le monde a l'information. Bon, peut-être que demain, à 50 communes, ce sera compliqué et je ne pense pas que les gens d'après Gémeaux viendront nous aider. Ils ne sont pas, je ne sais pas. Non, ça sera très très grave. Et pourquoi pas? C'est une garantie dans les Landes. Mais simplement, je pense qu'au moins pour les communes riveraines, ça me semble rationnel. On a souvent les mêmes problèmes et l'incidence n'arrive pas aux limites géographiques de la commune. Parce que le risque, justement, il ne connaît pas de limite. D'ailleurs, c'est pour ça que je remercie d'ailleurs les maires ou les représentants des maires des communes riveraines qui se sont déplacés. Donc, ça montre pour nous que c'est un problème général et que si on peut, il faudra qu'on soit tous solidaires et l'information que l'on met nous en place, elle peut être et elle sera distribuée aux communes riveraines. Merci pour la réponse. Bon, je vais parler sans micro, je crois que ça va être aussi simple. Bien, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire qui nous accueillait ce soir, mesdames et messieurs les maires et les élus, mesdames et messieurs, d'abord je vous prie d'excuser mon retard. J'ai vu une réunion qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Je vous dis ma grande joie d'être ici ce soir en tant que directeur de cabinet du préfet qui tient beaucoup à ce sujet. C'est d'abord toujours plaisant de sortir après une longue semaine de travail de son bureau pour aller voir la réalité du terrain. Et c'est encore plus agréable de venir justement pour constater et pour se réjouir d'un aussi beau travail et surtout utile, même si, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, on espère tous qu'on n'aura pas à s'en servir. Cela va de soi. Alors, la commune, vous le savez tous, vous le vivez tous les jours, c'est la base de la démocratie. Mais c'est aussi la base de la sécurité civile, de la sécurité des populations. C'est bien ce qu'a consacré la loi de 2004 sur la sécurité civile et la création par cette loi, effectivement, des plans communaux de sauvegarde. Je tiens d'ailleurs à dire qu'effectivement, comme cela a été présenté, très bien présenté avec beaucoup de pédagogie de centre de gestion, 177 communes dans les Landes ont fait un PCS sur 331, ce qui place les Landes à un très bon niveau dans la région du Nouvelle-Aquitaine, et je salue justement l'esprit de responsabilité et de sécurité des Landais sur le sujet. Donc vous êtes effectivement, en tant que citoyen de votre commune, les premiers acteurs de la sécurité, et on le sait très bien, toutes les crises de sécurité civile, des inondations, des tempêtes, des feux de forêt, les maires, les communes sont en première ligne, on connaît leur implication, on connaît l'esprit de responsabilité qui anime les maires et tous les élus. Et c'est aussi ça que consacre un plan communal de sauvegarde. Ce plan, c'est évidemment un outil pédagogique, donc c'est un outil qui doit aider, qui doit vous aider en cas de difficulté, et surtout, c'est quelque chose qui doit rassembler les énergies et qui doit les organiser.
Et ça a été très bien dit dans la présentation, je vous remercie monsieur, parce que le risque, c'est la vie, on n'arrivera jamais à vivre avec des risques zéro, et je dirais même presque heureusement. À l'impossible, nul n'est tenu, tout ça ce sont des dictons que nous connaissons bien, mais ce qu'il faut, c'est qu'effectivement on réduise au minimum le risque, qui est toujours la conjonction d'un aléa, d'une probabilité et d'un enjeu. Alors, et c'est ça, c'est cet esprit de responsabilité qui doit nous animer. Alors, un tel document, c'est pas conçu comme un outil technocratique, vous l'avez bien vu. C'est pas une élucubration d'un cabinet lointain dans une grande ville qui ne connaît pas les langues, qui ne connaît pas Omoko, c'est pas ça. Vous avez vu que ce sont des choses simples. Et j'ai beaucoup aimé les mots que vous avez employés, c'est-à-dire des fiches, des penses-bêtes, des petites choses, du bon sens, de la pratique. Ce sont des choses simples qui nécessitent quand même du travail. Vous avez vu toute la présentation qui vous a été faite, ce qui est simple n'est pas forcément facile. Et ça ne va pas forcément de soi. Il a fallu du travail pour faire ça. Monsieur le conseiller, vous avez rappelé effectivement la part, notamment financière, qu'a pris le conseil départemental dans la rédaction de ce document. Voilà. Donc, il faut vous l'approprier. C'est consultable. Je pense que ça doit même pouvoir s'emporter chez soi moyennant une petite photocopie, monsieur le maire. Ça se consulte. C'est ça qui est important. C'est ça que je veux vous dire à tous. Ça s'intègre dans un plan départemental. Hein. C'est pas le plan que je fais tout seul. Vous avez bien compris qu'effectivement, en cas de crise grave, la préfecture, bien sûr, jouera tout son rôle. D'ailleurs, effectivement, le plan est soumis à la préfecture du service interministériel de défense et de protection civile à la préfecture. Donc, c'est ça qui est important, c'est que c'est la première pierre de la sécurité. Ce sont des choses simples, faciles, mais encore faut-il qu'elles soient écrites, qu'elles soient assimilées, bien comprises et retenues. C'est ça qui est important. Voilà. C'est pour vous aider à mieux réagir et à réagir plus vite quand le malheur nous frappe. Ce qui me fait dire, et ce sera mon mot de conclusion, que l'avenir, nous n'avons pas à le prévoir, nous avons à le permettre. Je vous remercie. Je pense qu'il y aura un classeur qui sera à disposition des usagers qui vont le voir à la mairie. Ce document sera de toute façon sur le site de la commune. Nous ferons le petit feuillet là, que l'on donnera à toutes les maisons. Donc vous aurez chacun, et si jamais vous l'égarez, après c'est quelque chose qui va vivre, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont référents, ils peuvent déménager, ils peuvent ne plus avoir la condition physique pour, donc en fait ce document va vivre. Donc vous aurez un document, lui, figé. Mais je pense que sur celui de la mairie, du site, vous l'aurez, toutes les modifications seront en temps et en heure remises. Il va y avoir un document pour tout le monde, et je vous dis, il sera visible pour tous les gens qui vont le voir à la mairie. Donc je réitère s'il y avait des questions supplémentaires. Non ? Je trouvais que dans les risques répertoriés, on oublie un petit peu ça peut être le risque sanitaire aussi. Enfin, je veux dire, suite à je sais pas, on parle de grippe aviaire, de choses comme ça. Est-ce que ça prend en compte ce Oui. Alors, et après, est-ce que ce document sera amené aussi à évoluer c'est pas quelque chose de figé, il sera peut-être amené à évoluer, et quelle est la périodicité un peu de ce renouvellement envisagé? Alors moi je vais répondre juste d'abord dans un premier temps concernant l'exemplaire qui est dit consultable. Donc le plan communal de sauvegarde, c'est un document qui doit être porté à connaissance. Donc vous pouvez venir le consulter en mairie bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce document que vous pourrez consulter, vous ne trouverez aucune information personnelle, aucun numéro de téléphone, des personnes sensibles, aucune identité. C'est vraiment quelque chose de confidentiel qui est propre aux élus en temps de crise. Dans le document que vous pourrez consulter, vous verrez les listes, vous verrez l'organisation, le nom des personnes qui sont chargées de faire référent et qui sont également dans le poste de commandement communal, mais vous ne trouverez aucun numéro de téléphone, aucune identité des personnes dites sensibles, ni
ni pourquoi ils figurent dans ce listing. Donc ça, c'est déjà la première chose que je voulais dire, peut-être pour rassurer certaines personnes également. Concernant le risque sanitaire, c'est exactement le terme. Tout ce qui est pandémie, tout ce qui est épizootie, tout ce qui est les grippes aviaires, etc. Donc oui, ça existe. Il y a des plans qui existent, qui sont donc principalement dédiés à la préfecture, bien sûr, mais également au service de secours, les sapeurs-pompiers et le SAMU, milieu hospitalier. En fait, ces plans existent, ne sont pas dans le plan communal de sauvegarde, car les premiers maillons, les premiers acteurs vont de suite être les services de secours, sapeurs-pompiers, SAMU, si jamais il y a quelque chose qui peut être transmis à l'homme avec les centres hospitaliers, et ensuite la préfecture et tout ce qui est service de l'environnement, service de l'agriculture qui viendront par-dessus. La mairie sera, on va dire, pas le premier maillon impacté. La population sera bien sûr informée, peut-être pas de la même façon, parce que s'il n'y a pas de risque pour l'homme, on va principalement aller vers les agriculteurs directement. S'il y a par contre quelque chose qui peut être transmis à l'homme, une grippe animale qui est transmise à l'homme, dans ce cas-là, oui, il y aura une information globale qui sera relayée. Mais comme disait le représentant de la préfecture, c'est des risques dits majeurs, mais on ne peut pas tout recenser. On ne peut pas recenser par exemple l'accident d'avion. On ne peut pas parler principalement de l'accident de bus non plus. Mais l'organisation que l'on mettra derrière sera toujours la même. Priorité à la population, les biens, les personnes, et ensuite l'environnement si on peut encore agir sur ce terrain. Mais c'est pris en compte, c'est des plans qui existent déjà au niveau préfectoral, qui sont revus. Et concernant le plan communal de sauvegarde, oui, alors il est revu, il peut être réactualisé le plus souvent possible. Ça va du simple numéro de téléphone qui change sur des risques plus importants qui peuvent être on va dire, rajoutés sur le territoire communal. On conseille une mise à jour annuelle. Tous les ans, on voit un petit peu, est-ce que le conseil municipal a changé, avec les services à la personne, voir s'il y a des nouveaux bénéficiaires du téléalarme, du portage de repas. Donc toutes ces choses-là sont remises à jour dans le document. Après, si jamais il y a un risque supplémentaire, je grossis la chose volontairement, mais un dépôt pétrolier qui est installé sur la commune, il y aura une nouvelle étude de danger, une nouvelle étude de risque, on verra est-ce qu'il y a des populations qui sont dans les zones à proximité, et ce document sera remis à jour à tous les niveaux. Voilà. J'ai répondu... c'est pas le cas, il n'y a pas de dépôt qui vont venir. Encore une fois, il faut se concentrer sur les risques qui sont les risques les plus évidents pour la commune. On ne peut pas tout prévoir, effectivement, il y a sans doute une chance sur des millions qu'un avion s'écrase sur mon côte. C'est la thermodynamique, voilà. Vous voyez bien qu'on peut pas tout. Il faut d'abord se concentrer sur les principaux risques qui sont ceux de Bien, donc je pense qu'il me reste aussi dit. Et après, vous allez rester, on va avoir un petit cours, donc on va enlever les papiers là-dessus. Je pense que mes collègues conseils sont en train de préparer, d'autres les aider un petit peu. On va voir comment ça. Bon, je vous invite à vous approcher dès qu'on amène les verres.